Est-ce que l'art, est-ce que ça marche? Je dirais oui et je dirais aussi non. Ce qui nous manque, c'est des politiques capables de fabriquer des textes en faveur de ces initiatives-là. Parce que ailleurs, par exemple, dans des pays un peu plus sérieux que le nôtre, ceux qui donnent de l'argent pour sponsoriser les programmes artistiques ou des lieux comme ceux-ci, ce n'est pas juste parce qu'ils sont trop gentils. C'est généralement parce qu'il y a une influence sur les impôts après, par exemple. Et donc cette édition de la discussion du talk absorption par The Forest Creative Loft, ça porte simplement sur l'art comme moteur de développement. Et donc lorsqu'on va parler de développement, on va aller au minimum sur trois axes. L'axe économique de ce que l'art peut générer comme ressources d'enrichissement, comme ressources économiques, comme ressources financières. On parlera aussi de l'art comme soft power, de ce que ça peut représenter comme outil de promotion de la marque d'un pays ou alors d'une culture, d'une communauté. Mais aussi l'art comme la célébration d'une culture, comme une façon en fait de vivre tout court. Et c'est pour ça que très souvent le mot art et le mot culture sont presque toujours côte à côte. Et bien parce que très souvent, certains des arts qui sont industrialisés, qui sont mis dans le commerce, partent en général, enfin pour la plupart, des façons de vivre. Donc, dans la culture africaine par exemple, pendant très longtemps, les œuvres picturales existaient, la peinture existait, ou alors l'art du vêtement, donc le fait de couper des bouts de tissu, de les associer pour faire du vêtement, c'est d'abord une culture et ensuite ça devient de l'art, et c'est aussi des choses dont on parlera ici aujourd'hui. Et je suis Bonas Potio, je suis homme de médias, je suis journaliste, mais je n'ai pas la parole autorisée pour nous entretenir sur ce sujet, et c'est pour ça que The Forest a pensé qu'il fallait appeler quelqu'un de beaucoup plus pertinent. C'est un passionné, c'est un artiste. Ceux qui le connaissent depuis 25 ans l'ont connu comme rappeur au sein d'un groupe qui s'appelait Malé Kung Fu, qui d'ailleurs tente de se réformer inexorablement. C'est un grand passionné de l'art parce que tout ce qu'il a depuis plus de 20 ans, il investit au service de l'art et de la culture. Il est le directeur artistique du Douala Music Art Festival. Il est le directeur d'un tiers-lieu qui s'appelle le Up High Lab, qui est un laboratoire créatif où se fabriquent des projets justement comme le DOMAF, mais aussi où des entrepreneurs se retrouvent afin de créer ensemble, partager leurs idées et leurs projets. Il est aussi le promoteur de la zone by DOMAF, qui est le marché des cultures urbaines qui existe depuis 2022 et qui est parti d'une initiative de plusieurs porteurs de festivals au marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Il est aussi consultant pour plusieurs organisations qui désormais considèrent son expertise comme étant une ressource pertinente, et donc on lui pose très souvent la question sur ce qui concerne les industries culturelles et créatives. Je voudrais qu'on accorde un applaudissement bien chaleureux à Monsieur Didi Toko. Entre les arbres de la forêt. Bienvenue Didier. C'est comment? Bon, en attendant qu'on apporte l'eau et la cola comme au village, donc je vais déjà te souhaiter la bienvenue et te poser frontalement une bonne question concernant le thème art comme moteur de développement. Est-ce que les choses vont bien? Est-ce que l'art, est-ce que ça marche? Je dirais oui et je dirais aussi non.
Oui, parce que ça existe. Les artistes sont là. Les créatifs sont là. Les créations sont là. Oui, parce que les albums sortent dans la musique. Les pièces de théâtre s'écrivent tous les jours. Ça se joue dans des espaces improvisés. Oui, parce que nous aussi, nous sommes là, acteurs des arts et de la culture. On existe. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? C'est la question que je me dis qui est la bonne. Est-ce que ça fonctionne? Je dirais que ça essaye de se trouver une voie. Et c'est rien de mieux si l'environnement devient viabilisé. Pour répondre à ta question. Alors Didier, sur le continent africain où nous sommes, les arts sont omniprésents dans nos vies, sur tous les secteurs, qu'il s'agisse de la mode, le textile, qu'il s'agisse de la musique, du théâtre dont tu as parlé, des arts visuels, de la danse et plusieurs autres domaines. L'art est autour de nous, mais malgré justement cette dynamique créativité dont tu faisais mention, on va par exemple constater que on continue à beaucoup importer si on s'arrête seulement sur la mode. Parce que quand on parle des industries culturelles et créatives, le domaine qui est le plus peut-être consommé, bien plus qu'on ne le pense, c'est le secteur de la mode par exemple. Donc, si je m'arrête à ce secteur-là, selon les chiffres de Afrique Zimbank, qui est un fonds d'investissement sino-africain, et donc on a importé pour plus de 53 milliards de dollars de vêtements pour la seule année 2023. On est en 2025, c'est vrai, mais voilà. C'est des chiffres qui sont récents, qui peuvent encore être très proches de la réalité en 2025. Ça signifie que malgré tout ce qu'on voit autour de nous, malgré toutes les discussions qui se passent, malgré toutes les politiques qui semblent être mises en place, on continue toujours à porter sur nous ce que des gens ont fabriqué à des milliers de kilomètres très loin de nous, qui traversent la mer, les déserts, enfin les océans et tout, pour nous retrouver ici. On continue toujours à beaucoup dépendre de l'extérieur. Ça, ce n'est que le secteur de la mode, mais si on va sur d'autres domaines, on verra que c'est pareil. Et tu parlais de la structuration. Cette même structure avec Zimbank, durant leur dernier événement, le CANEX, il parlait justement du fait qu'on compte entre 100 000, selon certains pays, entre 100 000 et 600 000 entreprises qui exercent dans le domaine des ICC, donc des industries culturelles créatives sur le continent africain, qui se créent chaque année et qui sont malheureusement dans le secteur informel. Voilà, ce n'est pas des super structures qui ont des comptabilités qui sont carrées, qui ont des business plans qui permettent de glaner beaucoup d'argent auprès des banques pour leur des fonds d'investissement. Et donc, j'ai envie de revenir simplement sur puisque tu as dit qu'il faudrait qu'on fasse un échange. Comment, à ton avis, dans notre environnement, l'art devrait être moteur de développement? On va d'abord commencer par là, avant de revenir sur ce qui n'est pas fait. Ok, Bonas, merci déjà pour ces chiffres-là. Je me rappelle la dernière fois quand on a conceptualisé nos projets ou les projets qu'on incube autour de la mode. On s'était dit que la mode est un secteur primordial. C'est une racine économique pour un peuple. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première industrie mondiale, c'est l'alimentaire. Et la seconde, c'est le vestimentaire. Parce que quand l'humain a mangé, l'humain doit se vêtir. Se vêtir, c'est se protéger d'abord le corps. Donc, c'est très important d'en parler. Se chausser, c'est se protéger les pieds. Et si aujourd'hui on parle d'art et qu'on importe les produits artistiques comme les vêtements, les chaussures, c'est déjà un problème. Si aujourd'hui on se retrouve en train de porter cette importation de la Chine que tu as dit là, il y a bien une raison. Parce que si tu rentres en arrière, il y a quelques années, au temps de nos parents, on n'importait pas assez. On n'importait presque pas. La Chine, c'est une nouvelle découverte, cette route-là pour l'Afrique. Donc, dis-toi simplement, et pose-toi une seule question.
comment est-ce qu'on s'habillait avant? Et pourquoi il y a eu la rupture? Et comment on a orienté nos habitudes de consommation vers cela? C'est une question de politique et de gestion aussi, de politique artistique et culturelle et de gestion des humains. Pour en revenir à ta question, aujourd'hui, dans notre environnement, ce qui est crucial, c'est de se définir et de définir ce qu'on aime et de ce qu'on veut être en fait. Parce que tout ça est lié à nos habitudes de consommation. Tu tournes la tête, tu regardes dans l'assistance actuelle, tout le monde qui est là n'est jamais allé en Chine pour la plupart. Mais plusieurs personnes parmi nous sont habillées par la Chine. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'il y a déjà une influence au niveau des habitudes de consommation. Je reviens sur la base en disant, quand tu parles de l'industrie de la mode, l'industrie de la mode est pensée par qui et comment? C'est aussi ça. Est-ce que c'est valorisé par rapport au fait que nous, on a créé une mode, une tendance, et on a consommé, on est arrivé à un niveau, ça s'est arrêté? Est-ce que subitement, on marchait mieux il y a 100 ans en arrière, et la Chine est venue avec des habits? Tenez, ça c'est des habits pour vous acheter. Bon, il y a plusieurs questionnements à ce... avant d'arriver au niveau de comment est-ce qu'on va faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tu as commencé à y répondre, mais je veux dire que, au vu de ce qu'on a dit pour t'introduire, pour les différentes initiatives que tu mènes, et aussi pour les prises de parole qui sont les tiennes régulièrement au courant de l'année, on voudrait bien savoir comment est-ce qu'on peut utiliser l'art comme un moteur de développement. J'ai mentionné ces chiffres exprès parce que, évidemment, si on parle d'industrie autour de l'art, ça devrait être parce que ça génère du revenu, ça produit du bénéfice pour ceux qui travaillent dedans. Donc, en ce qui concerne les différents secteurs, si on prend un événement comme le DOMAF, qui s'intéresse à la musique, qui s'intéresse à la danse, qui s'intéresse aux arts visuels, qui s'intéresse à la mode et d'autres disciplines autour, comment est-ce que ces différents secteurs artistiques peuvent contribuer économiquement au développement? Ok, je vais commencer par la musique. Bonas, tu sais, la musique raconte un peuple. Et quand la musique raconte un peuple, ça influence et ça vend aussi les valeurs du peuple. C'est-à-dire que la musique, c'est un vrai ambassadeur d'un peuple. Les artistes qui font la musique dans un environnement comme le Cameroun sont censés créer de la valeur avec nos histoires. Sont censés promouvoir le Cameroun à travers la musique. Et cette promotion du Cameroun-là bénéficie déjà à l'industrie en général. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, on a tous subi la tendance qui venait du Nigeria avec l'afro-pop. On dirait que le Cameroun est devenu nigérian pendant quelques années. Ça veut dire que tout ce produit qui accompagne ça derrière est capable d'être acheté par les Camerounais parce qu'ils dansent et ils pensent comme aux Nigériens. Donc aujourd'hui, si tu prends la musique et que la musique camerounaise se fasse danser une partie de l'Afrique, ça veut dire que le Cameroun peut se vendre déjà dans ces parties d'Afrique-là. Peut se vendre en mode derrière, parce que derrière les artistes, il y a des créateurs de mode qui les habillent. Cette tendance-là aussi, c'est un business en fait, la mode. Et cette tendance-là qui vont être créées derrière ces artistes-là peuvent se faire consommer en masse en fait. Aujourd'hui, on porte les, comment on appelle ça, les tchanchous dans les pays ivoiriens. Nous, quand on grandissait, on savait que c'était notre chaussure au Cameroun. Mais à cause du Zouglou, c'est devenu une tendance en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le Nouchi qui porte le tchanchous. Et le tchanchous, c'est revenu à la mode ici. Tout le monde porte le tchanchous de toutes les façons. Donc vous voyez que c'est du Zouglou qui est parti la tendance pour remettre le tchanchous au pied des gens. Et je ne saurais parler de moteur de développement sans parler d'investissement. Je veux parler de nous par exemple, parce qu'il faut centrer les choses sur nous par exemple. Nous on est un groupe de jeunes à la base. On a eu seulement il y en a marre. À un moment donné, on créait dans nos chambres et on n'avait pas d'espace pour diffuser nos talents. On s'est juste levé un matin et on s'est dit on va créer une plateforme pour nous-mêmes. Et sur cette plateforme,
On n'est pas allé chercher les talents ailleurs. On a pris ce qui était autour de nous. La musique, la mode, la danse et les arts visuels. C'est par ça qu'on a commencé. Mais au départ, on n'était pas conscient du fait qu'on était en train de créer quelque chose qui va révolutionner aussi et qui va créer des emplois. C'était juste une manière de répondre à un environnement où on n'avait pas d'espace pour diffuser nos talents. On a regroupé les artistes, on a fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi-même, je travaillais dans autre chose à cette époque-là. Et c'est juste l'argent que je prenais là-bas que je remettais pour que la plateforme existe. Et je n'étais pas seul, on était nombreux. Mais au fur et à mesure que la plateforme a existé et a fait la promotion des artistes, c'est devenu mon travail. Et si c'est devenu mon travail, ça veut dire que ça rapporte quelque part. Mais c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça rapporte? C'est là où il y a l'enjeu. Parce que je ne dirais pas que on vend la musique au Cameroun au point où l'œuvre musicale rapporte de l'argent. Parce que, juste pour rappeler, l'un des seuls sons certifiés au Cameroun jusqu'à présent, c'est Connaît la Petite. Ça veut dire que c'est l'un des rares sons qui, de manière factuelle, a vendu sur un marché et a permis que l'argent de ça puisse faire vivre les autres. Mais il n'y a aucun autre son sur cette génération-ci qui a généré des revenus au point où les gens peuvent en vivre. Comment nous on a fait? Zakela avait dit. On a juste eu l'astuce quand on était en agence de publicité à une période de dire bon, on va bénéficier de la popularité des artistes parce que pour faire une chanson, ça devient très populaire. Et cette chanson populaire-là ne veut pas dire que tu l'as vendue. Populaire parce que tout le monde écoute, tout le monde danse. Ce qu'on a eu comme astuce, c'était de prendre le produit des annonceurs et de mettre ça sur l'image d'un artiste pour créer de la valeur. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est cette astuce-là dans la musique qu'on a utilisée et qu'on utilise jusqu'aujourd'hui depuis 20 ans. Donc l'œuvre musicale, par exemple, n'est pas encore rentable au Cameroun. Mais dit que c'est rentable, ce ne serait pas réel. Parce que moi qui travaille dedans, qui produit des artistes, j'ai jamais eu un retour sur investissement direct sur l'œuvre qui a été créée au studio musique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, nous y sommes, donc justement, ça commence à venir. Donc on comprend que pour l'instant, dans notre environnement, les disciplines artistiques sont plus utilisées comme des outils pour préparer le public. Produit d'appel, afin de autre chose. Voilà, c'est ça. C'est qu'on utilise l'art est un, moi je vais appeler ça, est un prétexte. C'est un bon prétexte pour vendre d'autres produits. Mais c'est pas seulement au Cameroun, hein. C'est partout comme ça. C'est juste qu'ici, les habitudes de consommation ne font pas encore du Camerounais quelqu'un qui se lève, va acheter l'album de Bonas. Ou alors qu'il y ait une nouvelle pièce théâtrale et qu'on entend que 100 000 personnes sont déplacées pour aller regarder. C'est encore difficile d'intégrer ça comme modèle de consommation. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, c'est pas qu'il n'y a jamais eu ça. C'est qu'il y a eu une rupture sociale qui a créé le fait que le Camerounais a déconnecté avec sa consommation de l'art. Mais à quel niveau, à quelle période de l'histoire situes cette rupture? Bon, merci de poser cette question parce que j'aime beaucoup parler de ce truc-là. J'ai découvert ça en travaillant sur la mémoire, sur une mémoire en fait. En travaillant sur un archivage qu'un Allemand a créé, qui s'appelait Joachim Osner, un professeur d'allemand qui est arrivé au Cameroun et qui a archivé le Cameroun en musique. Paix à son âme, j'ai travaillé dessus avec l'Institut Goethe, d'ailleurs on a travaillé dessus avec eux ensemble. J'ai découvert qu'avant 1992, la musique camerounaise avait une façon de créer la valeur qui n'est pas actuelle. Il y avait des cabarets par exemple. Et dans ces cabarets-là, les entreprises étaient dans ces cabarets-là et organisaient chaque week-end des concerts pour les artistes musiciens. Et c'était comme ça du nord au sud, de l'est à l'ouest, partant des musiques traditionnelles aux musiques modernes d'antan. Mais en 92, avant 92, les fonctionnaires qui étaient les plus nombreux, c'est-à-dire c'était eux les plus gros employés, gagnaient aisément leur vie pour que vendredi, samedi, papa, maman et tonton puissent aller s'asseoir, boire un verre et regarder un artiste faire la musique. Et si vous vous rappelez tous, pour ceux qui ont plus de 40 ans, dans nos maisons, il y avait ce bloc de chaînes là, il y avait le vinyle, la cassette,
et 2 baffes. Et le dimanche, quand ils ne sortaient pas, ils achetaient les grands top grenadines, ils mettaient dans nos verres, ils mettaient la musique. Et on faisait le bal à terre. Donc ça, c'était quand même chez les bonbons. Bon, on peut. Ça, c'est, j'ai bien dit 92 pour ceux qui sont plus âgés. Hein? C'était une tendance, ça maintenait les artistes sur place. Les artistes jouaient dans ces cabarets-là. C'était leur travail de jouer chaque week-end. Pendant la semaine, ils créaient et le week-end, ils jouaient. Et il y avait aussi ce système de financement des albums qui était prévu par l'État, qui finançait les albums pour chanter les valeurs du Cameroun. Et il y en a eu 2 ou 3 comptes comme ça qui ont été créés entre les années 70 et 80. D'ailleurs, l'une des plus célèbres, c'est les fleurs musicales du Cameroun. C'est justement les fleurs musicales que je parle. Portées par Manu Dibango et qui intégrait André-Marie Tala, Marie Dizier, les Princes Nico Barga, tous les artistes qui marchaient à l'époque. Exactement. Et ces artistes-là, c'était tous des formes de révélation qui chantaient les valeurs du Cameroun. Maintenant, en 92, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la dévaluation de la monnaie. Il y a eu une rupture sociale. Les parents qui gagnaient assez pour pouvoir aller s'asseoir et boire un verre dans un cabaret, donner un peu d'argent aux musiciens et autres, ont cessé de faire ça. Qui achetaient des cassettes, qui mettaient à la maison, ont cessé de le faire. Parce qu'il fallait faire 2 ou 3 boulots. Je me rappelle du mien. Il nous a fait aller faire le chant directement. On savait que le vendredi, le samedi et le dimanche, on savait qu'on nous chante. C'est pas si on se comprend. Et il y a eu le temps, le poste de vinyle, cassette, tout ça, ça a pourri devant mes yeux. Hein. On n'allumait plus ça. Il n'y a plus le temps pour regarder, même pour écouter ça. Parce que l'heure était à comment faire pour que tout le monde mange ici et qu'on dorme normalement. Je ne sais pas si on se comprend. Cette rupture-là a fait que les artistes qui vivaient de ces cabarets-là, parce que c'est de 92 à 96, 17, que presque tous ces cabarets ont fermé au même moment. Qu'est-ce qui s'est passé? La majorité des artistes d'une génération en musique sont obligés de s'expatrier. La première fois que j'arrive en France, c'est Pierre Difficulté qui me porte dans son taxi. Je ne sais pas si vous comprenez. Et moi, je découvre là-bas qu'il est taximan. Imagine-toi ce qu'il représente dans ma tête. Donc, je descends à l'aéroport, je vois le vieux, je le reconnais, il ne me reconnaît pas. Et le taxi, je lui dis oui. Et il me porte. Et c'est dans le taxi que je lui raconte ce qu'il a fait pour moi dans ma tête. Tu vois ce que je dis? Et le vieux, il est là. Après, il y a eu comment je vais appeler ça? Cette émission avec Elvis Mayo qui raconte comment lui-même il est parti avec sa famille et qui s'est retrouvé déménageur. Donc tous ces gens qui étaient là dans l'industrie musicale et qui faisaient vivre cette industrie, vu que l'argent ne circulait plus, n'arrivait plus à eux, parce que ce n'était pas des métiers où il y a un guichet à la fin du mois pour toucher un salaire, ils sont partis et ils ont créé ce vide-là directement. Nous, génération hip-hop, venus derrière, on s'est improvisé. C'est pour ça que souvent les gens de hip-hop disent que personne ne leur a tenu la main, ne leur a montré comment on fait. En fait, qui devait leur montrer comment on fait? Parce qu'eux-mêmes, d'antan, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc en travaillant sur cet archivage-là, j'ai découvert qu'il y avait des maisons d'édition qui éditaient des artistes du Cameroun, du Nigeria, de la Centrafrique, des Congos, au Cameroun. Et tout ça s'est arrêté en 92 à cause de la dévaluation. Et la même période aussi va connaître la fermeture de ce qu'il y avait comme ça le cinéma. C'est venu bien après. Un peu plus après. Oui, c'est venu bien un peu plus après. Il y a eu quelques salles qui ont fermé. Mais d'autres ont résisté. D'autres ont résisté. D'autres ont résisté. Et le cinéma aussi a perdu sa croissance à cette période-là. Parce qu'il n'y avait plus d'argent pour tout. Et quand il n'y a pas d'argent pour tout, on ne peut pas. Il y a plusieurs initiatives au Cameroun culturelles, mais il n'y a pas une industrie culturelle. Une industrie culturelle, c'est une politique culturelle définie. C'est des règles, il n'y a pas de règles. Aujourd'hui, là, tu te lèves un matin, tu fais ce que tu veux dans l'art, tant que ça plaît. Peut-être même que ce sera une opportunité pour ceux à qui ça plaît. Je ne sais pas si on se comprend. Donc aujourd'hui, dit que le DOMAF est rentable, non, on n'est pas rentable. On est loin d'être rentable. Mais le DOMAF a des victoires. Le DOMAF a des victoires comme faire à ce que le Camerounais puisse consommer l'œuvre camerounaise. Il a fallu beaucoup de temps. Avant que nous on ne commence, les plus gros concerts qui se passaient au Cameroun pendant
uniquement de la musique là. C'était les concerts des artistes qui venaient d'un autre pays. Ceux qui passaient à la télé. Parce qu'il faut savoir aussi que la télé a joué un très grand rôle au niveau de la valorisation des arts et de la culture d'ailleurs. Et de l'imposition aussi de ce que nous on doit consommer. Bon. Les gros concerts étaient ces artistes-là qui passaient dans ces chaînes de télé là. Et c'est eux qui rassemblaient le maximum de personnes. Nous sommes arrivés avec une initiative. On a pris le talent local sur place. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. Ils disaient que c'était pas très professionnel, c'était pas mûr, c'était pas propre. Il y avait beaucoup de choses à cette époque-là. On a préparé un PowerPoint, je ne sais pas si on peut projeter, mais vous allez voir par exemple la première image du premier Douala hip-hop qui devient Domaf, c'est 4 planches qui forment la base de la scène. Et derrière un tissu tout blanc où notre ami Zoko et Méric ont écrit Douala hip-hop festival. Je ne sais pas si on se comprend. C'était vraiment, il y en a marre. On est parti de là. Et devant la scène, c'est 150 personnes. Dans les 150 personnes, tu avais 100 artistes qui venaient de Yaoundé, de Bafoussam et autres. Et les 50 autres personnes, c'est les curieux et nos amis français. Sauf que c'était une belle énergie. Et c'est sur cette énergie qu'on a construit le reste. On a fait que... Parce que quand tu voyais... Moi, je dis souvent, tu vois quand quelqu'un danse bien, tu l'observes là. Celui qui observe souvent comme ça, il secoue la tête aussi. Parce que le gars danse bien, il t'amène à secouer la tête, à entrer dans le rythme. C'est ce que nous on a fait. On a dansé. On n'a que dansé. Et les gens qui nous regardaient secouer la tête, et au fur et à mesure, nous ont retrouvés et on a dansé ensemble. Et après 4-5 éditions, on a eu l'intuition et aussi, comment je vais appeler ça, sous l'impulsion de quelques visionnaires, on a pu partir de la culture hip-hop pour une culture urbaine plus ouverte. Ça nous a beaucoup aidé. Ça a fait que même ceux qui nous regardaient comme les hip-hopeurs, comme nous aiment dire, ont commencé à nous intégrer quand on a commencé à faire venir les artistes de tout bord. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et ça aussi fait que les artistes locaux qui étaient en pleine croissance ont cru en leur art. Parce qu'au début, il faut qu'ils attendent quand on va faire le concert de X pour le mettre en première partie, pour jouer. Je ne sais pas si on se comprend. Là, ils avaient une scène, chaque année, ils se retrouvaient en fin d'année et ils diffusaient leur talent. On a eu beaucoup de problèmes parce qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Chaque année, la sélection était toujours contestée parce qu'il n'y avait que ça. Ouais. Après, il y a eu un travail qui a été fait parce que souvent, les gens n'ont pas... On dit ça très peu. Le Cameroun anglophone évoluait d'un côté et le Cameroun francophone évoluait d'un côté, du moins artistiquement. Nous, on a eu la chance qu'on était les deux. On est vite allé prendre Bouya, Bamenda, et la première fois que les gens vont voir Salaciel, Mister Léo, toutes ces cliques-là, c'était sur cette scène-là, au fur et à mesure qu'on évoluait. Et maintenant, ces artistes aussi ont commencé à avoir des fans qui, au contact de leur art, croyaient en plus en eux. Et ça a fait que, 10 ans plus tard, eux-mêmes, ils ont pris pour certains le courage d'organiser leur propre concert. Parce qu'ils nous voyaient faire dans la difficulté. Puisque quand tu l'appelles pour négocier le fait qu'il doit venir travailler avec toi en fin d'année sur le festival, il connaît les difficultés que tu vis. Et quand il te voit vivre ça, il se dit à un moment donné, moi je peux faire pareil aussi pour moi. Et on a créé cet état de confiance-là. Et ça a créé l'environnement qui est aujourd'hui l'environnement de la musique ou des ICC au Cameroun. Je ne dirais pas qu'on était les seuls à le faire, mais on fait partie des initiatives qui ont renforcé le mindset des artistes et même des organisateurs. Il y a plusieurs jeunes organisateurs qui ont commencé à faire parce qu'ils sont venus, ils ont travaillé avec nous 1 an. Ils ont vu comment on faisait, la volonté qu'on avait et l'énergie qu'on avait. Et ils ont commencé à faire. Donc, aujourd'hui, on a créé un environnement. On a contribué à créer cet environnement. Mais le dommage n'est pas rentable financièrement. La première victoire, c'est que les gens aujourd'hui croient en la culture camerounaise via les œuvres et les artistes. Et c'est une grande victoire pour nous.
Aujourd'hui, par exemple, je suis là, j'échange avec toi. La première fois que je te vois, tu viens de Bafoussam, Bonas. Ouais, je sortais de Bafoussam, tout. Voilà, tout réglé. Et on a travaillé ensemble. Ça a créé de la valeur sur nous-mêmes. Tout à l'heure, je te voyais parler de tout ce que je fais. C'est derrière le fait qu'on a fait ça, qu'on a eu la confiance des institutions, des organisations, des entreprises, et qui nous ont permis de traiter d'autres sujets avec eux. Et ces sujets-là ont créé de la valeur, ces valeurs, on est venu réinvestir. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit toutes ces personnes qui ont été dans l'organisation générale de ce concept et de ce projet. On retient deux choses, c'est que tout pays a intérêt à investir dans les arts et la culture, parce que non seulement c'est un secteur qui peut, c'est un environnement qui peut, s'il est entretenu, s'il est structuré, devenir une industrie qui génère de l'argent, génère de la valeur pour tous ceux qui y travaillent, mais aussi pour le pays, puisque après ça génère des impôts, ça génère beaucoup d'autres revenus pour l'État en lui-même, mais c'est surtout un outil, comme je l'ai dit au début, de soft power. Ça montre qui nous sommes. Et lorsqu'on parle des États-Unis, tu as parlé de la musique, tu parles de la mode, et de tout le packaging qui vient derrière. Quand on parle de l'Allemagne, on pensera à leur voiture, à tout ce qu'ils font qui est solide. Mais quand on parle même de hip-hop, pourquoi le hip-hop arrive à nous? Nous d'abord c'était toi la hip-hop. C'est parce que les anecdotes créaient les enfants de France et que ça nous a et que c'est arrivé chez nous et qu'il n'y avait personne pour nous orienter aussi sur ce qui étaient les valeurs culturelles d'ici. Parce qu'on était abandonnés, à vrai dire. Nous sommes une génération culturellement abandonnée. La génération qui a pris conscience entre 92 et 99. On a été culturellement abandonnés. Parce qu'il n'y avait pas un endroit où on guidait les gens sur l'orientation culturelle ou sur la consommation des arts. Tout le monde était là pour trouver le moyen de vivre et de survivre. Donc, il n'y avait pas cette... L'art était considéré comme un luxe. Donc, il fallait déjà vivre bien pour pouvoir aller chercher l'art. Je ne sais pas si on se comprend. Je me rappelle à une époque, j'étais chez certains cousins et j'étais dans leur ville. Et j'ai un ami de cette ville-là qui m'a invité au cinéma. Mes cousins étaient surpris de savoir que je pense même aller au cinéma. Parce que le cinéma, comment tu penses au cinéma? Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Pas parce que j'étais non, loin de là. Juste parce que j'étais un peu arty et que j'avais cette culture-là. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Oui. Donc quand tu parles de hip-hop, oui, les Américains ont fait ça. Et même plus récemment, on est en train de voir ce que le Bénin est en train de devenir. Exactement. Quand le président Talon prend la tête du pays, il lance ce programme actuel-là, qui est le programme du rebrand de Bénin à travers sa culture. Et dernièrement, là, on a tous vu les Vodondé. Exact. J'ai des gens qui étaient là-bas qui me disent qu'il y avait minimum 100 000 personnes. Pourquoi? Parce que dans son discours, quand il a lancé son programme, il avait dit qu'il y a près de 280 millions d'humains en Amérique latine qui croient au culte vaudou. Donc si on fait la cité de vaudou, les gens quitteront de là-bas. On a 280 millions de personnes qui peuvent venir en pèlerinage, comme ce que les gens vont faire à la Mecque ou au Vatican ou tout ça. Tout ça, c'est de la culture, c'est de l'art. Et imaginons ce que ça représente en billets d'avion, en hôtel, en restauration et ensuite maintenant en image sur le pays. Exactement. Il y a un truc qui me chagrine toujours, qui me fait mal. Quand j'arrive dans un pays, quelqu'un veut comparer la nourriture de leur pays avec la nourriture camerounaise. J'ai envie de le prendre pour 2 secondes, je l'amène à Douala, il fait seulement 2 minutes, il repart. Il goûte 3 choses. Et il repart, il va nous dire la suite. Mais malheureusement, on n'a pas une politique qui a mis la bouffe camerounaise sur une carte. On n'a pas de carte au Cameroun. Tu vas dans les capitales du monde, il n'y a pas de restaurant camerounais. Mais je vous dis, mes amis sénégalais, j'ai bien contre vous, parce qu'on est à l'âge là. Regardez ce qu'ils ont fait avec le riz. Le riz qui n'est même pas du Sénégal. Le riz est devenu une bouffe où ils s'en vont. Tu arrives dans une capitale du monde, tu dis que tu veux manger africain, on te dit que non, il y a un restaurant là, et il y a le riz sénégalais. Mais vous n'avez pas, tu comprends ce que je veux dire? Parce que eux, ils ont compris la valeur de la culture depuis Senghor. Depuis le président Sédar Senghor, ils ont compris que culturellement, il faut aller contribuer, il faut aller proposer, et il faut aller donner sa valeur. Parce que le marché, après, ce que tu mets dans ton plat là, c'est le storytelling que tu es en train de manger, c'est plus le riz. Parce que ce riz là, le riz mbunga que ma grand-mère fait, franchement, c'est plus bon que ça.
Mais quand tu le manges, c'est parce qu'il y a une information qui est arrivée à ton oreille, une tendance, une manière d'être, et tu es en train de manger ce riz-là. Pourtant, nous, ici au Cameroun, on a une vraie carte. Seulement dans la ville de Douala, la variété est énorme. Sans compter les autres régions qu'on peut avoir. Et je ne suis même pas sûr que toi et moi, on a mangé le 10% même pas. des menus camerounais. Et ça, c'est l'art culinaire. Donc là, oui, est génératrice de revenus et peut générer des revenus. Merci Didier. Donc voilà, je vais donner la parole à la personne qui voudrait prendre le micro, soit pour poser une question à Didier, ou alors pour apporter sa propre contribution à cette thématique qui nous réunit tous ici au The Forest Creative Loft, l'art comme moteur de développement. Et je voudrais qu'on remercie énormément cette belle initiative d'avoir des discussions comme ça dans un lieu paisible, pittoresque. Voilà, comme ici. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort Zachary Nyogué et Chantal Eddy, qui depuis des années font vivre la flamme au cœur de la forêt, en plein cœur de ce show que le nom voilà. Mais quand on rentre ici, on a l'impression qu'on est un peu éloigné de tous les embouteillages, de toute la pression de cette grosse agglomération urbaine qu'est Douala.